Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, mes collègues ont résumé dans le temps limité qui leur était imparti les principaux faits internationalement illicites qui sont attribuables à Israël. Ils ont été plus longuement et précisément décrits, non seulement dans les observations écrites de l'État de Palestine, mais aussi dans celles de la très grande majorité des 56 autres États et organisations internationales qui ont pris part à la procédure écrite. Il m'appartient de récapituler tout aussi brièvement, non pas ces graves violations elles-mêmes, mais les conséquences juridiques qui en découlent. Ces conséquences sont l'objet même des deux questions posées à la Cour par l'Assemblée générale, puisque l'une et l'autre portent sur les conséquences juridiques, justement, de l'occupation prolongée des territoires palestiniens. Même si je me bornais à commenter la seule liste des diverses conséquences découlant des faits internationalement illicites dont Israël est responsable, je dépasserais considérablement le temps dont je dispose. Aussi me permettrai-je, Mesdames et Messieurs de la Cour, de vous renvoyer au passage de nos observations écrites et de celles de la plupart des États et organisations internationales participant à la procédure, qui énumèrent ces conséquences de manière particulièrement soigneuse et pertinente. Les références seront reproduites par les soins diligents du greffe dans les comptes rendus de cette audience et figurent également dans le tableau synthétique figurant à l'onglet synthétique mais long, figurant à l'onglet 6.1 de vos dossiers, dont je redirai quelques mots dans un instant. Ces énumérations appellent plusieurs remarques générales et préalables. En premier lieu, comme l'ont souligné les participants à la procédure écrite sur ce point unanime, les conséquences juridiques résultant pour Israël de ces violations des règles applicables sont au premier chef celles codifiées par les articles 29 à 37 du projet de la CDI de 2001 sur la responsabilité de l'État. Il s'agit bien sûr de la réparation intégrale des dommages causés par les actions ou omissions d'Israël, mais aussi de leur cessation, inséparable du devoir d'exécuter les obligations violées, et de l'obligation d'offrir des garanties de non-répétition. Un autre point, sur lequel il existe aussi un très large consensus, tient à la nature des obligations violées. D'une manière générale, les participants à la procédure considèrent qu'il s'agit de violations graves par Israël, d'obligations découlant de normes impératives du droit international général dont la définition et les conséquences sont partiellement codifiées par les articles 40 et 41 des articles de la CDI. Et tel est principalement le cas de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la menace ou l'usage de la force, de l'obligation de respecter le droit à l'autodétermination, de nombreuses règles relevant du droit humanitaire ou protectrices des droits humains, et en particulier de l'interdiction de la discrimination raciale et de l'apartheid. Je note au passage que cette énumération recoupe de façon frappante la liste non exhaustive de normes que la Commission du droit international avait précédemment désignées comme ayant ce statut de normes impératives et qu'elle a annexé à ses projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général jusqu'au JAS. Mes collègues l'ont amplement montré, je n'y reviens que pour souligner les conséquences particulières qui s'attachent à la nature propre des normes impératives. Je précise cependant que ces principes impératifs présentés dans le tableau projeté à l'écran sont davantage détaillés et précisés dans le document reproduit à l'onglet 6.2 du dossier des juges. La raison pour laquelle il est utile de singulariser ces obligations tient à leurs conséquences particulières. Premièrement, et c'est le point de départ, s'agissant de normes impératives, elles s'imposent à leurs destinataires indépendamment de leur consentement. Deuxièmement,
Contrairement à ce que voudraient faire croire quelques États, on ne saurait les interpréter comme dérogeant ni aux règles de Jus Cogens, ni à la Charte des Nations Unies, qui constitue la norme suprême créant aussi bien le Conseil de sécurité que la Cour, et par laquelle ces deux organes sont bien sûr tous deux liés. En outre, aucune circonstance ne saurait exclure l'illicéité d'un fait quelconque d'un État non conforme à une obligation découlant d'une norme impérative du droit international général. Ce principe est codifié par l'important article 26 des articles de la CDI de 2001 et il est rappelé par le non moins important projet de conclusion 18 des projets de la CDI sur les normes impératives du droit international général. Enfin, Israël ne saurait s'abriter derrière de prétendues circonstances excluant l'illicéité pour justifier la violation de ses obligations impératives, péremptoires, intransgressibles. J'ajoute que ces considérations s'imposent également mutatis mutandis en ce qui concerne les obligations qui résultent de résolutions du Conseil de sécurité et d'abord, bien sûr, des décisions prises en vertu du chapitre 7 de la Charte, dont la liste pertinente figure à l'onglet 6.3 de vos dossiers. En aucun cas, des négociations ne peuvent remettre en cause les normes de Jus Cogens, dont l'une des principales conséquences consiste, c'est bien connu, à annihiler tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. L'aboutissement des négociations ne saurait être contraire aux normes impératives que j'ai énumérées il y a quelques instants, non plus d'ailleurs qu'aux résolutions obligatoires du Conseil de sécurité, mais celles-ci, en règle générale, reprennent ces normes impératives et les appliquent au contexte propre à leur objet. Monsieur le Président, contrairement à ce que les États-Unis ont laissé entendre dans leurs observations écrites, la tenue de négociations n'est pas nécessaire pour que soient tirées les conséquences qui s'imposent des violations par Israël de ses obligations internationales. Dès lors que l'attribution des violations est établie, et en l'occurrence elle n'est ni contestable ni en réalité contestée, dès lors donc que l'attribution est établie, la responsabilité de l'auteur existe ipso facto avec toute conséquence de droit. Pour le nier, quelques États ont invoqué notamment une phrase citée hors contexte, tirée de votre avis de 2004 dans l'affaire du mur. Et je cite cette phrase. « Seule la mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242-1967 et 338-1973, est susceptible de mettre un terme à cette situation tragique. » Mais tout ce que vous avez dit par cette phrase, c'est que l'État de Palestine, qui y est prêt, et Israël, qui semble loin d'y être disposé, doivent appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Ils le doivent en effet à la fois durant et indépendamment d'éventuelles négociations. Et dans l'avis sur le mur, justement, vous n'avez nullement considéré que le prétendu cadre de négociation vous empêchait de vous prononcer sur les conséquences juridiques de son édification illicite. J'ajoute que ni la résolution 242, ni la résolution 338 ne portent directement sur la responsabilité d'Israël pour ses pratiques et politiques à l'encontre du peuple palestinien. En revanche, la seconde, la 338, appelle, je cite, à des négociations entre les parties en cause sous les auspices appropriés en vue d'instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient. Ce n'est pas un problème de responsabilité. Et cette question reste plus que jamais d'actualité. Vous avez d'ailleurs
toujours dans l'avis sur le mur, appelait l'attention de l'Assemblée générale sur la nécessité d'encourager, c'est une citation, d'encourager les efforts en vue d'aboutir le plus tôt possible sur la base du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants et à la constitution d'un État palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses autres voisins et d'assurer à chacun dans la région paix et sécurité. J'insiste, sur la base du droit international, on the basis of international law. Autre conséquence du caractère impératif des normes violées par Israël, celui-ci ne saurait invoquer aucune circonstance pour s'exonérer de sa responsabilité, que ce soit au motif d'un consentement prétendument donné par l'État de Palestine, ou en invoquant la légitime défense, ou en invoquant l'état de nécessité. Israël ne pourrait pas davantage justifier de contre-mesures en riposte à un fait internationalement illicite qu'il imputerait à la Palestine. Comme la CDI le note à juste titre dans le commentaire de l'article 26 des articles sur la responsabilité de l'État, et je cite, « Il n'est pas permis à un État prenant des contre-mesures de déroger à une telle norme et l'état de nécessité ne peut excuser la violation d'une norme impérative. » L'État de Palestine ne nie pas que pour mettre en œuvre concrètement les obligations découlant de la responsabilité d'Israël à son égard et vis-à-vis du peuple palestinien, des négociations pourraient être utiles, voire nécessaires. Mais s'agissant d'obligations découlant de normes impératives, ce ne pourrait être que pour faire face à des nécessités pratiques et en aucune manière de telles négociations ou leur perspective ne pourrait être un prétexte permettant à Israël de s'exonérer de sa responsabilité, d'en amoindrir les conséquences ou d'en retarder la mise en œuvre. Je vous prie de m'excuser. Wow. You can, yeah, thank you. Yes, thank you. I apologize. Mesdames et messieurs de la Cour, comme l'ont souligné non seulement l'État de Palestine, mais aussi un grand nombre d'autres participants à la procédure écrite, les obligations qui incombent à Israël de tirer les conséquences juridiques des faits internationalement illicites dont il est responsable sont inconditionnelles et d'effet immédiat. Tel est le cas s'agissant de l'obligation de mettre fin immédiatement et inconditionnellement et complètement à l'occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, occupation maintenue depuis durant près de 5... Oui, un petit... a little bit more, yes. OK. De l'obligation de mettre fin, je disais, immédiatement et conditionnellement et complètement à l'occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, occupation maintenue durant près de 57 ans, en violation notamment de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la menace ou le recours à la force, en violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, en violation de la prohibition de la discrimination raciale et de l'apartheid et des principes fondamentaux protecteurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire. C'est aussi le cas de l'obligation de mettre à néant l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires visant à annexer Jérusalem-Est ou une partie, quelle qu'elle soit, du territoire de l'État de Palestine au mépris de son intégrité territoriale, ainsi que ceux organisant l'exploitation de ses ressources naturelles. C'est le cas de l'obligation d'en finir avec la politique d'apartheid et de discrimination raciale dont le peuple palestinien est victime dans son ensemble,
tant dans les territoires occupés qu'en Israël. C'est le cas de l'obligation de révoquer toutes les mesures visant à modifier la composition démographique des territoires occupés, y compris Jérusalem, et le statut des lieux saints. Et dans le même esprit de l'interdiction d'établir des missions diplomatiques à Jérusalem. Il en va aussi de l'obligation de démanteler les colonies de peuplement dans les territoires occupés, ou de l'obligation d'assurer le retour des Palestiniens expulsés d'Israël et du territoire palestinien occupé et de leurs descendants, et de restituer les propriétés confisquées, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou mobiliers, à leurs propriétaires palestiniens et de leur assurer une indemnisation appropriée. Ou encore de l'obligation de rechercher, de poursuivre et de punir les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, dont l'apartheid, ou de génocide, ou d'autres violations graves des droits de la personne humaine. Je me permets de vous renvoyer à nouveau, mesdames et messieurs les juges, au tableau qui figure à l'onglet 6.1 de vos dossiers et qui synthétise, à partir des réponses tant de l'État de Palestine que de plusieurs autres participants à la procédure, les conséquences juridiques sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. Monsieur le Président, les obligations secondaires, si on veut, que j'ai énumérées jusqu'à présent, sont la conséquence des pratiques et politiques d'Israël menées en violation grave et persistante d'obligations découlant de normes impératives du droit international général et d'abord de son occupation illicite et de la négation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination qui sont la source de tous les autres maux. En s'acquittant effectivement et rapidement de ces obligations, Israël procéderait en partie au moins au rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, sans que cela suffise néanmoins à réparer les immenses préjudices causés au peuple palestinien depuis la Nakba de 1948. Dans la mesure où ce dommage ne peut être réparé par la restitution, Israël doit s'acquitter de deux autres obligations. Conformément aux principes codifiés par les articles 34, 36 et 37 des articles de 2001, il est tenu de procéder à l'indemnisation des victimes de ces agissements et de donner satisfaction en réparation du préjudice causé par ces faits internationalement illicites sous forme de reconnaissance des violations, d'expression de regret, d'excuses formelles ou selon toute autre modalité appropriée. Je ne m'étendrai pas sur l'indemnisation, sauf à rappeler que la réparation doit être intégrale et qu'elle est essentielle pour les Palestiniens, victimes directes des exactions israéliennes, notamment du fait du non-respect des droits humains et du droit humanitaire, et en particulier de la, je cite, Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, applicable à tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1976. C'est la résolution 484-1980 du Conseil de sécurité. Mais dans le cadre de la présente procédure, vous ne pouvez guère, mesdames et messieurs les juges, qu'en poser le principe sans déterminer les montants des indemnisations. En revanche, vous pouvez vous montrer plus précis en ce qui concerne la satisfaction que l'État de Palestine est en droit d'attendre de la part d'Israël. Notamment parce que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont fait des constatations expresses et juridiquement obligatoires à cet égard. Dans cet esprit, le Conseil de sécurité a évoqué dès 1967, je cite, la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région. Cet appel lancé à Israël est resté sans effet
mais aurait dû et devrait plus que jamais inciter les États qui ne l'ont pas fait à suivre l'exemple des 145 pays qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Dans cette même résolution, le Conseil appelle, je cite à nouveau, à garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région. Chaque État, cela comprend désormais indiscutablement l'État de Palestine. Ces décisions, car il s'agit de décisions obligatoires, ont été réitérées à maintes reprises depuis lors, notamment par l'importante résolution 2334 du Conseil de sécurité du 23 décembre 2016, qui présente un intérêt tout particulier et que nous avons fait figurer pour votre commodité dans l'onglet 6.4 du dossier des juges. Israël n'y a pas davantage prêté attention. Monsieur le Président, s'il existe une situation dans laquelle les assurances et garanties de non-répétition envisagées par l'article 30 des articles de la CDI s'imposent, c'est bien celle qui nous occupe. Depuis presque 57 ans, malgré les appels répétés de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies et de nombreuses autres organisations internationales, gouvernementales ou non, Israël s'en est obstinément tenu à sa politique d'oppression et de discrimination contre le peuple palestinien, au mépris des principes les plus fondamentaux du droit international, et a, par ses pratiques, continuellement aggravé la situation avec l'objectif non dissimulé de rendre impossible la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Je relève du reste, une fois de plus, que le Conseil de sécurité a de longue date appelé expressément Israël à s'acquitter de l'ensemble de ses obligations, comme le montre le tableau qui figure à l'onglet 6.3 de vos dossiers, qui synthétise l'ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Et l'Assemblée générale a insisté à maintes reprises sur la, je cite, nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à l'occupation israélienne qui a commencé en 1967. Fin de citation. Ainsi qu'aux autres manquements d'Israël à ses obligations dont l'Assemblée a souligné le caractère impératif. Immédiatement. Monsieur le Président, outre l'impossibilité juridique pour la Palestine de renoncer à exiger d'Israël le respect de ses obligations impératives, le caractère coguince de celles-ci et la gravité de leur violation par Israël ont d'importantes conséquences vis-à-vis des États tiers. Elles sont énumérées à minima à l'article 41 des articles de la CDI. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont de façon récurrente appelé tous les États à ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés. Plus largement, ils ont également réaffirmé l'obligation des Nations unies et de tous les États de ne pas reconnaître la situation résultant de l'occupation illicite du territoire palestinien, de ne pas lui apporter aide ou assistance, de faire la distinction entre le territoire palestinien occupé et celui d'Israël, et de respecter et de faire respecter le droit international. Cela implique que la responsabilité d'Israël soit mise en œuvre et que des moyens pratiques soient adoptés pour assurer l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Excusez-moi. Monsieur le Président, les principes énoncés à l'article 41 décrivent certaines des conséquences indispensables, essentielles, de toute violation grave d'obligations découlant de normes impératives du droit international. De telles normes sont rares, certes, mais Israël a gravement et systématiquement violé la plupart d'entre elles.
et persiste à les violer. Il doit en assumer les conséquences et il appartient à la Cour de les lui rappeler et d'en préciser le contenu au regard des faits de l'espèce. Ici encore, par manque de temps et parce que iterare adem omnia diabolicum, je vous prie de bien vouloir vous reporter au paragraphe pertinent de nos observations et nos commentaires écrits. Je me borne à rappeler en style télégraphique que les États et les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, doivent s'interdire de fournir à Israël une aide militaire et technologique susceptible d'être utilisée dans le territoire palestinien occupé, y compris à Gaza bien sûr, pour perpétuer ou accentuer son occupation et le régime de discrimination raciale et d'apartheid qu'Israël a institué. Cette interdiction s'étend à l'autorisation de toute forme de commerce d'armes pouvant servir à de telles fins. Les États tiers doivent aussi assister le peuple palestinien, y compris les réfugiés depuis la Nakba jusqu'à ceux qui ont fui les exactions israéliennes récentes, en leur fournissant les moyens nécessaires à leur subsistance, notamment par le biais des organisations internationales compétentes, et cela inclut sûrement l'UNRWA. Ils doivent aussi s'abstenir de nouer des relations économiques ou toute autre forme de rapport avec Israël impliquant la population ou les ressources naturelles des territoires occupés, sans l'accord express des représentants légitimes du peuple palestinien. Les États tiers doivent aussi s'assurer que leurs nationaux ne pillent pas et ne s'approprient pas indûment ces ressources. Tous les États ont l'obligation de coopérer, et organisations internationales ont l'obligation de coopérer en vue de la réalisation effective du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Ils doivent aussi poursuivre et punir l'ensemble des individus responsables de crimes graves de droit international, y compris leurs propres nationaux, devant leur juridiction nationale ou en coopérant avec la Cour pénale internationale. Il y a en effet un point sur lequel je souhaite attirer plus spécialement votre attention, mesdames et messieurs les juges. Il relève du paragraphe 3 de l'article 41 qui précise être sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d'après le droit international, une violation grave telle que l'a définie l'article 40. Dès lors, les obligations des États tiers et des Nations Unies ne s'arrêtent pas à ces devoirs de coopération et de reconnaissance. Comme l'État de Palestine l'a expliqué dans ses observations écrites, ils ont également une obligation à la fois coutumière et conventionnelle de rechercher et de punir ou extrader les auteurs des violations, qu'il s'agisse de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou du crime d'apartheid, pour ne rien dire des actes de génocide commis contre le peuple palestinien, dont vous avez reconnu la plausibilité dans votre ordonnance du 26 janvier dernier. Vous avez d'ailleurs expressément rappelé dans votre avis sur le mur que, je cite, « Tous les États partis à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. Cette obligation s'étend à l'ensemble des crimes commis par ou à l'instigation d'Israël. » Mesdames et messieurs les juges, je pense qu'aucune affaire qui vous a été soumise, contentieuse ou consultative, n'a soulevé autant de questions et des questions gravissimes que celles sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer aujourd'hui. Le nombre de participants à cette procédure, 57 durant la phase écrite, 54 qui prennent part à ces audiences, témoigne de l'importance et de l'enjeu, et de la conviction de la communauté internationale des États dans son ensemble,
que la Cour a un rôle crucial à jouer pour aider à mettre fin à la situation dramatique créée par les manquements d'Israël aux principes les plus intransgressibles du droit international. Comme un très grand nombre d'États et d'organisations internationales, la Palestine a détaillé dans ses observations écrites les conséquences des très nombreuses et graves violations du droit international commises par Israël, y compris de la plupart de ses règles les plus fondamentales. Elle considère qu'il vous appartient de guider l'action de l'Assemblée générale et au-delà des Nations unies et de l'ensemble des États pour s'assurer qu'Israël se conforme enfin aux obligations qui découlent pour lui de ses manquements répétés, systématiques et continus aux principes les plus fondamentaux du droit international. Et il faut redire que tous ces principes, toutes ces violations sont engendrés par l'occupation prolongée du territoire palestinien qui est sans aucun doute la mère de toutes ces violations. Votre avis, mesdames et messieurs de la Cour, sera un guide précieux pour cela. L'État de Palestine est conscient que vous ne pourrez d'un coup de baguette magique mettre fin à l'occupation israélienne et à la situation tragique du peuple palestinien. Mais il a la certitude qu'en énonçant avec fermeté et précision les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël des droits du peuple palestinien, vous pouvez, par votre avis, contribuer de manière appréciable à faire cesser cette terrible injustice et à œuvrer, et c'est une citation, à œuvrer pour une paix juste et durable, permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité, fin de citation, conformément à l'injonction du Conseil de sécurité, vieille maintenant de 57 ans. Du même coup, vous vous acquitterez de votre fonction première, assurer le respect du droit international dont votre Cour, mesdames et messieurs les juges, est l'organe. Je vous remercie de votre attention et je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir appeler à la barre Monsieur le ministre Mansour Riyad, représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, pour quelques remarques conclusives.